Ok, bienvenue à l'émission En classe sur RTM. Notre deuxième séance de philosophie, de cours de philosophie porte en fait sur la technique de la dissertation philosophique. La dernière fois, nous avions parlé de la technique de la dissertation philosophique en théorie. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'appliquer à un sujet bien défini. Voici donc la situation d'apprentissage qu'on avait évoquée depuis le départ à notre première séance. On avait dit qu'un élève de terminale en sciences sociales traite un sujet de philosophie et montre à son professeur pour observation. Ce dernier, après avoir survolé la copie, dit « Ton devoir est riche en informations, mais la méthode a fait défaut. » Alors, si la méthode a fait défaut, quelles sont les dispositions que le professeur doit prendre pour faire comprendre à l'élève la technique de la dissertation en théorie et en pratique? Voici donc le plan de notre cours. L'activité numéro 1 va porter sur les préalables. L'activité numéro 2, comme vous le voyez, porte sur les conseils pratiques. L'activité numéro 3 porte sur la rédaction proprement dite. Et l'activité numéro 4 porte sur la relecture de la copie. Voici donc la consigne de l'activité numéro 1. Lis attentivement le sujet de dissertation, identifie le type de sujet, définit les mots-clés et dégage son idée générale. Sujet. Voyons le sujet. Dans le cadre de l'étude des rapports entre l'être et le devenir, examine la question suivante. Le devenir est-il essentiel pour l'être? Je reprends. Dans le cadre de l'étude des rapports entre l'être et le devenir, examine la question suivante. Le devenir est-il essentiel pour l'être? Alors, dans ce genre de sujet, qu'est-ce qu'on fait? Il faut voir d'abord les composantes de la formulation d'un sujet. Un sujet bien formulé comprend d'abord un contexte. Le contexte, c'est quoi ici? Dans le cadre de l'étude des rapports entre l'être et le devenir, examine la question suivante. Le devenir est-il essentiel pour l'être? Le devenir est-il essentiel pour l'être? Ça, c'est vraiment l'opinion du sujet. Et sans cette question, le sujet ne peut pas être traité. Nous avons constaté que, à l'examen, certains élèves prennent seulement le contexte et laissent l'opinion. C'est l'opinion qui est votre matière à réflexion. Si vous ne prenez pas l'opinion, si vous ne traitez pas l'opinion, si seulement vous restez à traiter seulement ceux qui parlent du contexte, vous aurez fait hors sujet ou vous allez décaler le problème. Il ne s'agit pas de cela. Un bon sujet bien formulé comprend donc un contexte, une opinion, une consigne et enfin une méthode. Il n'est pas exigé d'avoir toutes ces parties dans un même sujet. Mais ce qu'il faut comprendre, au moins un sujet a une opinion et une consigne. Voici donc toujours à l'activité numéro 1. Si vous devez commencer à traiter ce sujet, qu'est-ce qu'on fait? Voyons la consigne. Sur la base des types de sujets étudiés lors du cours théorique de dissertation, classe ce sujet dans l'une des colonnes ci-dessous, puis identifie son plan. Vous savez, au cours théorique, nous avions dit qu'il existe 3 types de sujets. Les sujets d'explication, vous voyez le sujet d'explication ici, les sujets de discussion et enfin les sujets de comparaison. Alors, lorsque vous allez prendre votre sujet, vous allez essayer de le loger dans l'une des colonnes. Nous avons dit, voici la réponse. C'est un sujet de discussion parce qu'il est libellé sous la forme d'une question ouverte. C'est quoi une question ouverte? Une question est ouverte lorsque on peut répondre à cette question par oui et non. Donc, pour traiter un sujet de discussion, il faut adopter un plan dialectique. Le plan dialectique, c'est quoi? Le plan qui impose une thèse, une antithèse et une synthèse. Voyons donc toujours à l'activité numéro 1, les préalables. Qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord une définition contextualisée des expressions du sujet. Quelles sont donc les expressions et les mots-clés qui existent dans notre sujet? Vous voyez d'abord, nous avons le mot devenir. C'est quoi le devenir? Le devenir, c'est le changement, nous avons dit. Le mouvement, ensemble des modifications quantitatives et qualitatives des êtres et des choses. Exemple de mouvement. Vous avez vu en philosophie d'Aristote, le mouvement et ses causes. Le fait de naître, par exemple, est un mouvement. Le fait de mourir est un mouvement. De la naissance à la mort, c'est un mouvement.
le fait de se déplacer d'un lieu à un autre, ce que Aristote appelle mouvement de translation, le fait de grossir et maigrir, ou bien encore le fait de changer de forme, sont donc des formes de mouvement. Essentiel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est ce qui est construit à partir du mot essence. Essence vient du latin essentia, qui signifie réel ou véritable, substance, ce sans quoi une chose ne serait pas ce qu'elle est. Un exemple d'essence. On peut dire que la raison est l'essence de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme n'est homme que lorsqu'il pense. Si l'homme ne pense pas, il cesserait d'être un homme. Continuons toujours avec la définition des mots-clés et expressions. Donc sur cette base, le mot essentiel signifie qui fait partie de l'essence ou de la nature réelle profonde d'un être, qui relève de la substance. Le mot substance vient de substantia, lui-même de substare, se tenir en dessous, soutenir, servir de support. L'être, c'est quoi? Le mot être vient du latin esse. Donc l'être désigne tout ce qui est. La réalité fondamentale, la totalité de la réalité, tout ce qui participe à l'existence est un être. Alors, toujours avec les préalables, maintenant que nous avons défini les mots-clés, nous allons procéder à la reformulation du sujet. Reformulation. Qu'est-ce qu'on va dire dans la reformulation? Le mouvement est-il une partie intégrante de la nature profonde de toute chose, de tout ce qui existe? Voici donc le sujet reformulé. Après la reformulation du sujet, nous continuons avec les préalables. Maintenant que nous avons défini le type de sujet, maintenant que nous avons défini les mots-clés, maintenant que nous avons procédé à la reformulation du sujet, nous allons donc identifier le paradoxe du sujet. Le paradoxe, c'est quoi? C'est ce présupposé et son objection. Le paradoxe, c'est le présupposé et son objection. Voyons donc ce présupposé. Le mouvement est une partie intégrante de la nature profonde de l'être, où le mouvement est intimement lié à l'être. Le problème alors, le problème de fond que le sujet pose, c'est quoi? C'est que le mouvement est-il effectivement une caractéristique fondamentale de l'être? Si, après avoir donc formulé ou reformulé le sujet, après avoir identifié son paradoxe, après avoir montré le problème de fond du sujet, on va décliner ces problèmes-là en annonce de plan. Vous avez deux possibilités pour annoncer le plan. Soit vous l'annoncez sous la forme interrogative, soit vous l'annoncez sous la forme affirmative. Lorsque vous allez alors annoncer le plan sous la forme affirmative, vous allez conjuguer les verbes au futur. Pourquoi au futur? Tout simplement parce que l'annonce du plan nous parle des grandes lignes du développement et nous ne sommes pas encore arrivés au développement. C'est juste pour faire comprendre au correcteur, pour le guider, pour lui dire, voilà ce qui nous attend au développement dès que nous y arrivons. Mais ici, nous n'avons pas procédé par une annonce du plan sous la forme affirmative. Nous avons procédé à une annonce du plan sous la forme interrogative. Voilà donc ce qui est en rose. Observez. La question qui avait été posée, cette question est déclinée sous deux autres questions. La première question, la voici. En quoi le mouvement est-il indissociable de l'être? La deuxième question, dans quelle mesure le mouvement et l'être sont-ils dissociables? Alors regardez, notre première question, le problème de fond est une question ouverte. Mais à l'annonce du plan, nous avons décliné cela en question fermée. Une question est dite fermée lorsqu'on ne peut pas y répondre par oui et par non. Vous voyez,
En quoi le mouvement est-il indissociable de l'être? Nous ne pouvons pas répondre par oui et par non. Dans quelle mesure le mouvement et l'être sont-ils dissociables? Nous ne pouvons pas non plus répondre par oui et par non. Donc, ce sont des questions fermées. Mais comprenez que deux questions fermées constituent une question ouverte. Toujours, venons maintenant au conseil pratique. Qu'est-ce qu'on va dire à ce niveau? Voyez en nota bene, conseil pratique pour construire l'introduction. Il y a deux procédés possibles. Procédé numéro 1, je commence d'abord par définir les mots-clés. Ensuite, j'amène le paradoxe, je reformule le sujet, donc je pose le problème et j'annonce le plan. Il y a aussi une deuxième façon d'introduire. Cette deuxième façon d'introduire, c'est quoi? Cette fois-ci, je ne commencerai pas par définir les mots-clés, mais je vais partir d'un contexte général, d'un constat général. Et à partir de ce constat général, maintenant, je peux amener le paradoxe, poser le problème et enfin annoncer le plan. Vous voyez, l'annonce du plan, soit c'est sous la forme de question, soit c'est sous la forme d'affirmation. Maintenant, voyons comment on a appliqué ces deux méthodes-là à un cas particulier. Voici comment nous avons introduit le sujet. Voyons d'abord ce qui est en blanc. La première phrase qui est en blanc. La question du rapport entre l'être et le devenir est un thème majeur de la réflexion philosophique. Ça, je pars d'une idée générale pour pouvoir entrer dans le problème. Je ne suis pas dans le problème, mais je suis toujours dans la thématique générale qui me permettra d'aborder le problème que notre sujet pose. Ici, vous voyez, ce n'est pas une introduction par définition. Nous n'avons pas défini l'être. Nous n'avons pas défini le devenir. Nous avons simplement dit que la question du rapport entre l'être et le devenir fait partie des problèmes fondamentaux de la philosophie. À partir de là maintenant, voyons le paradoxe. Nous avons dit que le paradoxe, c'est quoi? En fait, c'est le présupposé et son objection. Donc, les philosophes n'ont pas cependant la même approche de cette question. Pour certains, l'être et le devenir sont dissociables. Pour d'autres, le devenir est une illusion. Il n'existe donc pas. Vous voyez, si vous voyez ce qui est en noir, après la première phrase, vous voyez la troisième phrase nous montre que même si la question du devenir, de l'être et du devenir est une question fondamentale en philosophie, on peut en réalité diviser les philosophes en deux grands camps. Ceux-là qui pensent que le devenir existe et ceux-là qui pensent que le devenir est une illusion. Donc, vous voyez, à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait venir le problème du sujet. On avait dit qu'une introduction comprend l'idée générale, le paradoxe, le contexte, la problématique et l'annonce du plan. Quel est le problème que pose ce sujet? Le mouvement est-il effectivement une caractéristique fondamentale de l'être? Et cette question est formulée à partir du paradoxe que vous voyez en noir après la première phrase. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On annonce le plan. Dans l'exposé détaillé du sujet, ce problème peut se décliner comme suit. Donc, première partie, en quoi le mouvement est-il indissociable de l'être? Deuxième partie, dans quelle mesure peut-on penser l'être comme immuable? Et troisième partie, comment concilier mobilisme et immuabilité? Vous allez voir que la première question qui est déclinée en annonce de plan va nous servir de thèse. La deuxième question qui est dans quelle mesure, vous voyez ici dans quelle mesure, va nous servir alors d'antithèse. Et la troisième question, comment concilier mobilisme et immuabilité, va nous servir de synthèse. On passe maintenant au développement. Après que nous avons introduit notre sujet, nous passons donc au développement. Vous voyez que le développement comprend la thèse, l'antithèse et la synthèse si nous sommes sur un sujet de discussion. Donc, à l'axe numéro 1 d'abord, qu'est-ce que nous avons dit? Le mouvement est intimement lié à l'être. Ça, c'est la réponse à la première question que nous avons posée au niveau de l'annonce du plan.
Et on a dit que l'annonce du plan, c'est le problème qui est décliné sous forme de question ou sous forme d'affirmation. Donc, quels sont les arguments qu'on peut avancer à partir de cette idée de l'axe numéro 1? Vous voyez, on a pris deux arguments. Argument numéro 1, l'observation quotidienne convainc de l'existence du mouvement. Il suffit de voir en fait les choses changer pour dire que le mouvement existe. Les saisons changent, le jour et la nuit changent. Tout ce que vous voyez là, en réalité, est en perpétuel changement. Mais, quand nous avons dit argument numéro 1, je ne peux pas passer à l'argument numéro 2 ou je ne peux pas passer à une autre idée si je n'ai pas la possibilité de les lier par un connecteur logique. Ce connecteur logique, c'est quoi? Je suis toujours dans le même axe de réflexion. Lorsque je suis dans le même axe de réflexion, je ne peux pas amener un connecteur qui marque la rupture. Donc, je vais apporter un connecteur qui marque la continuité. C'est pourquoi on a dit il en est de même. Il en est de même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exemple numéro 1 ne sera pas en contradiction avec l'exemple numéro 2. Donc, nous passons à l'argument numéro 2 maintenant. Mais ces deux arguments, vous voyez, sont liés par un connecteur qui dit il en est de même. Il n'y a pas de rupture. Il n'y a que la continuité des idées qui ont déjà été évoquées au niveau de l'argument numéro 1. Donc, l'argument numéro 2 dit quoi? L'être est mobile et contradictoire. Après avoir regardé qu'à partir seulement de nos organes de sens, il est possible de constater le mouvement, après nous disons que oui, le phénomène de contradiction qui existe dans la nature aussi est une preuve que le mouvement existe. Et qu'est-ce qu'on a dit? Cela signifie qu'il est sans cesse en mouvement. Aucun objet ne peut être stable ou figé. Qu'est-ce qu'on constate? Voici la célèbre phrase de Héraclite qui dit que tout change, tout passe, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Pourquoi? Le fleuve en fait est comparé à l'univers tout entier. Vous voyez, l'eau du fleuve est éternellement coulante. L'eau du fleuve est éternellement coulante. Nous, les êtres qui vivons dans ce monde aussi, nous sommes toujours de passage. Des générations passent, d'autres générations reviennent et passent sans cesse. Il n'y a jamais de fixité dans la nature. Tout est en perpétuel mouvement. À partir de là maintenant, nous continuons toujours avec cette même logique. Regardez, à travers cette approche géniale, Héraclite influencera plusieurs auteurs du cours ultérieur de la réflexion philosophique. Notamment, on a Platon, on a Karl Marx, on a beaucoup d'autres auteurs qui vont nous faire comprendre que le monde est en perpétuel mouvement. Alors, voyez ce qui est en blanc. Il existe d'autres arguments pour étayer cette même thèse. Ça veut dire que nous sommes toujours dans la même thèse. Mais pour ne pas fatiguer le lecteur, pour ne pas fatiguer le correcteur, il faut toujours lui faire comprendre que, à partir bien évidemment des connecteurs logiques, que nous ne sommes pas encore en rupture avec la première thèse que nous avons avancée. C'est pourquoi vous voyez, étayer cette même thèse. Et là, on prend l'exemple de qui? Vous voyez, en haut, notamment Platon. Donc, on vient à Platon. Platon qui a essayé de diviser le monde en deux. Une partie intelligible et une partie sensible. En fait, la partie sensible est en mouvement. Parce que ici, les choses sont corruptibles et ne sont que des images de ce qui est modèle au niveau du monde intelligible. Dans cette même logique, l'élève de Platon qui fut Aristote, qu'est-ce qu'il en dit? Il va aussi reprendre une position plus tranchée cette fois-ci. Pourquoi sa position est plus tranchée? Parce qu'il essaye d'expliquer que, en réalité, le mouvement s'explique par le passage de la puissance à l'acte. Une chose est en puissance lorsqu'elle est en train d'accomplir sa fin. Et une chose est en acte lorsqu'elle a déjà accompli sa fin. Exemple, l'enfant est un adulte en puissance. Le jour où il sera adulte, il n'est plus adulte en puissance. Il devient adulte en acte, mais il devient un vieillard en puissance. Aristote dira que toute chose est en puissance parce que toute chose a besoin
de devenir autre chose. Toute chose est en voie de devenir autre chose. Pourtant, il y a un être qui n'est pas en devenir, parce que qui est exempt de tout mouvement. On verra quel est cet être lorsque nous arriverons à l'antithèse. Toujours dans le même ordre d'idées, qu'est-ce que les philosophes médiévaux disent? Ils divisent en fait le monde en deux pôles. Il y a un sommet et il y a une base. Au sommet, il y a un Dieu. À la base, il y a la matière. Donc, il n'y a que la matière qui soit en mouvement. Voyons maintenant ce qui est en fait en rose. Regardez, ces différents arguments mettent en évidence la permanence du mouvement au niveau de l'être. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons maintenant fini avec la thèse, nous devons passer à l'antithèse. Et pour passer à l'antithèse, il nous faut d'abord concevoir une conclusion partielle. Donc cette première phrase que vous voyez ici, ces différents arguments mettent en évidence la permanence du mouvement au niveau de l'être. Ça, c'est la conclusion partielle. Mais je ne peux pas faire une conclusion partielle et éviter de faire la transition. Donc, quand je fais une conclusion partielle, après cette conclusion partielle, je fais une transition. Transition suppose quoi? Passage à la deuxième partie de ma dissertation. Donc, voici. Les arguments précédents ne font pas cependant l'humanité. C'est pourquoi, axe numéro 2 donc, il est possible de penser l'être sans mouvement. Le fait de pouvoir penser l'être sans mouvement, nous sommes déjà arrivés au niveau de l'antithèse. À la thèse, nous avons dit que l'être est toujours en mouvement. Nous avons pris des exemples sur Héraclite, sur Platon, sur les philosophes médiévaux, sur Karl Marx. Maintenant que nous arrivons au niveau de l'antithèse, qui est l'axe numéro 2, qu'est-ce que nous avons dit? Il est possible de penser l'être sans mouvement. Mais voyez la distinction entre l'idée principale numéro 1 de la thèse et l'idée principale numéro 1 de l'antithèse. À la thèse, nous avons dit qu'il suffit de voir les choses. Cette fois-ci, ce n'est pas par la vision qu'on peut comprendre la fixité. La fixité ne peut être comprise que par la pensée. C'est pourquoi on dit qu'il est possible de penser l'être sans mouvement. Quels sont les arguments qu'on avance alors ici? Les arguments qu'on avance sont d'abord l'idée que le devenir est une illusion. Ce sont nos organes de sens qui nous trompent en nous faisant croire que les choses sont en mouvement. Sinon, l'être est ce qu'il est. Il n'est jamais en mouvement. Et là, on a pris comme référence, par exemple, Parménide. Le mouvement est une illusion, une apparence. Une telle approche voit d'abord dans l'être une réalité immobile. L'être est éternel, il est incréé, il est inengendré. Ce sont nos organes de sens qui nous font croire que, en réalité, les choses sont en mouvement. Mais nous ne pouvons pas nous limiter à Parménide, puisque au niveau de la thèse, on a amené beaucoup d'autres auteurs. Donc d'autres réflexions se situent dans cette même logique. Il y a d'abord la théorie de Platon qui pense que le monde intelligible, les êtres du monde intelligible ne sont pas en mouvement. Ensuite, si nous venons aussi aux philosophes médiévaux, nous allons constater que l'être suprême qui est Dieu là, acte pur, il n'est jamais en mouvement. Parce que s'il se meut, on va se demander qu'est-ce qui le fait mouvoir. Dans le raisonnement de saint Thomas, aucune chose ne peut se mouvoir d'elle-même. Tout ce qui se meut est mu par autre chose. Si je suis en train de me mouvoir, c'est parce qu'il y a une autre force derrière moi qui me précède et qui me donne la possibilité d'être mu. Mais on ne peut pas aller à une régression à l'infini. Il faut qu'à un certain stade, il y ait un commencement. Et ce commencement, c'est Dieu. Donc si Dieu se mouvait, on aurait pu se demander qu'est-ce qui le permet de se mouvoir. Là, on n'aurait pas de réponse. Il faut comprendre que dans la logique de saint Thomas,
et dans la logique de plusieurs philosophes du Moyen-Âge, Dieu est acte pur. Il n'est pas en mouvement, mais il a la capacité de faire mouvoir le monde. Cette conception médiévale de Dieu est héritée de la philosophie d'Aristote qui dit que Dieu est premier moteur, la cause incausale. Donc voici la conclusion partielle. Sur la base de ces derniers arguments, nous pouvons dire que si pour Parménide, le mouvement est une pure illusion, pour Platon, Avicenne et saint Thomas, il n'atteint pas certains types d'êtres. Donc, chez Platon, chez Avicenne, chez saint Thomas, bien sûr, le mouvement existe, mais il existe des réalités qui échappent au mouvement. Vous voyez donc la dernière phrase ici qui est en blanc? Ça, c'est la transition. Cette transition nous permet de passer de l'antithèse à la synthèse. Qu'est-ce qui est dit? On pourrait néanmoins se demander s'il n'y a pas une possibilité de concilier mobilisme et immuabilité. Pourquoi? En fait, l'antithèse peut exister sous deux formes. Je vais dire la synthèse peut exister sous deux formes. Soit nous avons une synthèse et réconciliation, ça veut dire qu'il prend les éléments de la thèse et les éléments de l'antithèse, soit nous avons une synthèse dépassement. Ça veut dire qu'il laisse non seulement l'idée de la thèse, mais aussi l'idée de l'antithèse et émet une autre possibilité pour résoudre le problème. Alors voilà ce qu'on a dit en axe numéro 3. La question du rapport entre l'être et le devenir engendre une divergence de point de vue entre donc les auteurs. Là, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que tout ce qui existe dans le temps et dans l'espace est en mouvement. Il en est ainsi, par exemple, chez Karl Marx, qui d'ailleurs dit que le mouvement est le mode d'existence de la matière. Ensuite, on peut aussi voir chez Emmanuel Kant l'être phénoménal, tout ce qui existe dans le monde phénoménal, qui peut être objet d'intuition. Ensuite, qui peut être compris par notre entendement, bien sûr, est en mouvement. Mais qu'est-ce qui échappe en mouvement? Je vais dire qu'est-ce qui échappe au mouvement? Il s'agit des réalités transcendantales. Ça veut dire toutes les réalités qui existent hors du temps et de l'espace. Qu'est-ce qui existe hors du temps et de l'espace? Dieu, par exemple, est intemporel. Il est hors du temps, il est hors de l'espace. L'âme est hors du temps et de l'espace. Le monde dans sa globalité, la fin du monde, l'origine du monde, ce sont des réalités métaphysiques qui échappent au mouvement. Mais toute chose qui existe dans le temps et dans l'espace est en mouvement. Voilà donc ce qu'on pouvait dire en synthèse. Conclusion maintenant. Qu'est-ce que nous avions dit de la conclusion? Nous avions dit que la conclusion fait le bilan de l'analyse. Donc, notre premier bilan dit l'être est en mouvement. Le deuxième bilan dit on peut penser l'être sans mouvement. Le troisième bilan dit en réalité il existe une catégorie d'êtres qui échappe au mouvement et une catégorie d'êtres qui est soumise au mouvement. C'est pourquoi vous allez voir notre conclusion ici à 4 niveaux. D'abord, nous sommes partis d'une phrase qui permet d'amener la conclusion générale. L'examen du sujet nous a permis d'identifier 2 approches opposées. Ceux qui reconnaissent l'existence du mouvement et ceux qui refusent l'existence du mouvement. Mais nous sommes appelés maintenant à trancher cette fois-ci. Notre point de vue compte. Donc, qu'est-ce que nous privilégions entre ces 2 pensées opposées-là, entre ces 2 positions catégoriquement opposées? Quant à nous, vous voyez ici, nous avons dit quant à nous. Donc, quant à nous, nous sommes tentés d'aller en faveur de la thèse de l'indissociabilité de l'être et du mouvement. Pourquoi? On peut justifier cela non seulement à travers nos organes de sens, ce que nous voyons au jour le jour, mais aussi à travers les théories scientifiques qui étudient le mouvement, comme en physique par exemple. Alors,
après avoir fait le bilan de l'analyse, montré l'élément récapitulatif de la thèse, l'élément récapitulatif de l'antithèse, l'élément récapitulatif de la synthèse, nous avons donné notre point de vue. Ensuite, nous ouvrons le débat. Parce qu'une question philosophique n'est jamais traitée définitivement. C'est pourquoi nous avons ouvert alors le débat. Mais ici, l'ouverture, c'est quoi? C'est une façon de nuancer cette position-là. Comment nous avons nuancé? Nous avons dit que en thèse, nous observons le mouvement. En antithèse, nous pensons la fixité, donc l'immuabilité. Alors, la question donc du rapport entre l'être et le devenir là, est-ce que ce n'est pas plutôt une question d'expérience avant d'être une question de réflexion? Parménide a réfléchi. Héraclite a observé. Mais ce que nous constatons, c'est que nous, avant de réfléchir, nous observons. La connaissance commence par l'expérience. En cela, nous posons une question philosophique. Est-ce que le mouvement, avant d'être une question de réflexion, n'est pas d'abord une question d'expérience, une question de vécu? Voilà donc ce qui met fin à notre exercice sur la dissertation. Merci de votre écoute attentive.